Bien, alors, pour terminer cette séance 5, on va faire une application. On va considérer une base de données que je mettrai à nouveau à disposition, como.csv, qui contient les séries de production et de prix, donc mesurées pour la production en tonnes et pour le prix en euros par tonne, du blé et du maïs pour la France. La fréquence est annuelle de 1966 à 2018. Et donc vous avez 5 questions, dont la cinquième qui est la plus intéressante pour nous, c'est-à-dire appliquer la méthodologie de Box et Jenkins sur les taux de variation, en gros les rendements de chacune des séries. Euh, donc nous, ce qu'on va faire ici pour la correction de l'application, c'est on va travailler sur la production de blé. Ok. Mais le processus de cette application pour les 4 autres séries, donc la production de maïs et les séries de prix, c'est exactement la même chose. Ok. Donc là, on importe les packages dont on a besoin à nouveau. Donc ici, vous êtes familier maintenant avec cette fonction qui permet de tracer les jolies fonctions d'autocorrélation, la série, etc. Euh, donc là, l'importation du CSV, donc des données. Donc ici, pensez à modifier le chemin en fonction de l'emplacement où vous mettez votre fichier. Ici, hein, le séparateur, donc nous on avait mis sep, on peut aussi mettre délimitateur, c'est point virgule. Hop, on importe les données. On a les données annuelles. Donc ici c'est annuel, mais vous voyez, on a fixé le mois et le jour décembre 31. Ok. C'est pas grave, c'est simplement pour dire que c'est annuel. On a mis un date time. Donc il est toujours intéressant de se pencher donc, sur l'évolution des séries sur l'évolution des séries auxquelles on s'intéresse avant de commencer les analyses statistiques. Donc, c'est simplement pour dire qu'il faut, grapher. Il faut grapher à chaque fois que vous avez une base de données, le premier réflexe, c'est ça. Donc ici, plt.subplot, c'est une façon en clair, de mettre 2 graphiques sur le même graphique ici, parce qu'on a défini axe 2 comme étant axe.twinx, que twinx, le axe.twinx pour le axe 2. Donc ça veut simplement dire qu'on met à gauche ici une échelle et à droite ici une échelle. Donc ici c'est l'échelle de la production à gauche. Donc vous voyez ici il y a le 1 e puissance 7, donc c'est en millions, en dizaines de millions d'ailleurs. Et à droite c'est les prix. Donc là ça nous permet de tracer sur la même série pour pouvoir comparer un petit peu le. Donc voilà, on voit qu'il y a eu donc la deuxième, donc les prix c'est en rouge, donc une chute des prix, comme ça ralentit peut-être un peu la production, mais bon, c'est pas quelque chose qu'on observe nettement en tout cas. Alors, on regarde à quoi ressemblent les séries pour voir si tout va bien. Par contre, faites attention quand vous faites comme ça, vous faites la production et le prix. Donc là, spécifique une seule échelle. Voilà, en fait, là où il a mis un exemple. Ici, la différence entre ce code-là et ce code-là, c'est que là, il n'y a pas le AX égale AX et AX égale AX2. Si on ne fait pas gaffe, si on ne met pas ces arguments-là, ben, en fait, ça écrase complètement l'échelle. En fait, regardez le prix, étant donné que l'autre est en millions et lui en centaines, ça l'écrase complètement. Bon, ça, c'est juste une illustration de ce qu'il ne faut pas faire. Donc voilà, question 3, pareil, la production et le prix de maïs. Okay. Donc là, on voit finalement que les prix, les séries de prix, on pourrait faire un graphique qui compare les séries de prix de maïs et de production, mais on voit ils sont super, on a super co-intégrés en réalité. Okay. Donc si on pouvait le tracer, là, si on compare ce rouge à ce rouge-là, on voit que c'est les mêmes dynamiques. Donc ça c'est très facile, c'était la question 2, je crois. La question 1, je sais plus. Question 2. Question 3, 4. Ok, maintenant on passe du coup, à la question 4. On calcule les taux de variation, donc avec la méthode PCT underscore change, okay, c'est ce qu'on a vu auparavant. Donc on vérifie bien que ça l'a inclus avec les nouveaux noms de variables qu'on a mis là dans le data frame.
on voit bien ici, effectivement, les taux de variation correspondant à chacune des 4 colonnes. Il y a les nans qui apparaissent ici, c'est normal, puisqu'on a lagué une fois. Donc, on peut faire pour appliquer la méthodologie de Box et Jenkins, on va sélectionner seulement le taux de variation de la production de blé. Ok, donc prod, wet, ret. On va considérer que celle-là et je vous laisserai faire les 3 autres séries, en réalité c'est la même chose. Donc là, on appelle notre fonction préférée avec df prod, wet, ret, drop na. Donc drop na, en fait, ce que ça fait, c'est une autre façon de faire iloc 1, 0 pour enlever le premier na, ou si vous ne voulez pas vous prendre trop la tête, vous faites drop na aussi. Et en fait, il y a plein de façons de faire la même chose, cependant, souvent. Ok. Donc lag, là j'ai pris un nombre de lag, il y a enfin le nombre, alors la taille du data frame divisé par 4. Ok, ça fait 14 lag. Donc on voit, qu'est-ce qu'on voit? Si on étudie les fonctions d'autocorrélation, la fonction d'autocorrélation, elle s'annule à partir de l'ordre 7. Ok. Donc ça veut dire que pour le processus MA qu'on considérerait, ce serait un processus MA d'un lag maximal égal à 6. Ok. Et pour le processus AR, ça s'annule à partir de l'ordre 2. Donc on considérerait un AR1. Donc, au max, le modèle un peu avec les lag max, ce serait ARMA 6. Alors ARMA PQ, donc ARMA 1,6. Donc là, vous voyez, étant donné qu'on a 6 lags pour le côté MA, ça fait pas mal de modèles. Okay. Donc là, au moment où j'ai construit cette application, c'était avant de faire le cours, donc c'est pas exactement les mêmes fonctions pour déterminer les ordres, etc. Mais donc là, c'est ultra décrit. Okay. Donc dico résultat. Donc là, je l'ai fait carrément d'une autre façon, hein. Mais c'est pour les estimations. Donc là, tout à l'heure, je l'avais stocké ARMA 01, machin, tout ça. Donc là, j'ai fait un peu différemment. J'ai fait AR, le coefficient AR, le P, le Q, le P, le Q à chaque fois pour chacun des modèles. Okay. Et j'ai stocké en face le résultat comme tout à l'heure. La prochaine étape est de supprimer tous les modèles dont au moins un coefficient n'est pas significatif. Okay. Étant donné qu'on a déjà beaucoup de modèles, on applique cette règle-là. Donc là, j'ai codé encore une fois une fonction un peu différente. Donc là, j'ai mis le modèle ARMA 1.6 n'est pas valide. Ça imprime tous les modèles non valides. Okay. En imprimant tous les modèles non valides. Donc, ok. Donc là, ça retourne test container. Donc dico résultat valide. J'ai appelé ça test container. Voilà, en fait, j'ai fait exactement la même chose, donc essayer de l'appliquer avec plutôt les fonctions que j'ai fait au cours, elles sont peut-être un peu mieux. Et en gros, ça teste pareil l'hétérocédasticité avec un test de Arch, okay, et avec un test de Lungbox ici. J'ai pas fait les critères AIC dans le même endroit. Donc on teste ce que ça pour les différents logs. Voilà. Donc là ici, j'ai extrait simplement le Lungbox. Donc dans la fonction Lungbox, si vous mettez box Pierce, parce que c'est un test alternatif à Lungbox, vous mettez true, il vous sort les deux. Il vous sort la valeur de Lungbox, la p-valeur de Lungbox, la valeur de Pierce, la p-valeur de Pierce. Et là, en fait, je le fais pour un modèle 3, pour différents ordres. Je vous ai print si j'ai fait un peu plus de détails que dans le cours, mais j'ai print finalement pour tous les lags la valeur du Lungbox et la p-valeur associée. Donc on voit qu'elles sont tous, alors c'est ça, enfin, en tout cas pour ce modèle-là, pour le modèle ARMA 01, donc ici, il n'y a pas d'autocorrélation. Il y a une autocorrélation à l'ordre 2, ça dépend de l'ordre qu'on considère en réalité.
Donc, exemple pour le modèle 3, les résidus soient homocédastiques. Donc là, toujours le modèle 3, donc c'est le modèle, qui est stocké en deuxième position dans test conteneur. Ok. Là, un peu moins clair que dans le cours. Donc là, on applique exactement le même modèle. Et donc, pour les trois modèles qui nous restent, on applique les critères AIC et BIC. Donc, on les récupère ici simplement pour les trois modèles qu'on a retenus, donc le ARMA 1.1, le ARMA 1.0 et le ARMA 0.1. Et on prend celui qui minimise les critères d'information, donc ce serait le ARMA 1.0. Donc ARMA 1.0, ça correspond au modèle AR1. Et le critère RMSE, donc ici qu'on a recalculé, donc là je l'ai fait en deux temps, le critère RMSE, lui, nous pousse à sélectionner le modèle ARMA 1.1, okay, parce qu'il minimise le critère RMSE. Donc là, pour l'étape de prévision, voilà, on refait le même calcul, ça ne fonctionne pas non plus super bien. Donc voilà, il y a quand même un range. Donc 2018, c'est notre dernière observation, okay, c'est la fitted value, c'est en orange. La première estimation hors échantillon, c'est pour 2019. Donc il nous donne une remontée de une variation de la production positive, okay, dans un intervalle comme ceci. C'est-à-dire là, on a 95% de chance que le point tombe dans cet intervalle-là, et pas en dehors. Donc ce que ça peut nous dire, c'est que il n'y a que 5% de chance, ou 2,5% de chance que ça tombe en dehors de cet intervalle-là, que ce soit encore plus grave enfin, une chute plus grave du taux de variation de la production du blé. Voilà. Donc là, on a fait le travail en fait pour la production, pour la production du blé, pour les rendements de la production de blé. Vous pouvez faire le travail pour les autres séries. Alors, je suis désolé, c'est un peu plus brouillon que le cours, mais en réalité, vous pouvez essayer de reprendre les fonctions que j'ai codées dans le cours, qui sont peut-être un peu plus claires que celles-là. Ce qui s'est passé, c'est qu'au moment de l'identification, j'identifie tous les modèles dans des boucles, je stocke ça dans un résultat. Ensuite, je fais les tests un par un ici, et c'est un peu plus, et les boucles sont un peu moins propres. Mais voilà, donc vous avez le résultat et vous pouvez décider et appliquer la méthodologie de Box Engine. Voilà, donc n'hésitez pas, à mon avis, il y aura des questions sur cette application parce que c'est pas, c'était un tout petit peu moins clair, mais donc n'hésitez pas en tout cas, je vous réexpliquerai avec plaisir s'il y a besoin. Mais normalement, la partie cours vous aidera beaucoup à comprendre les boucles. Donc là, on ne s'arrête pas trop sur le code et le Python et les boucles, hein, parce qu'on considère que c'est acquis, sinon on peut plus rien faire. Si je m'arrête sur chaque mot, c'est un peu compliqué, et ça fera des cours de 6 heures, quoi. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, et puis la prochaine fois, on abordera les modèles Arch-Garch avec Python. Bonne soirée.